Palawa Ignatius Joko, plus connu sous le nom de Palawa Joko, était un humain ayant vu le jour durant la période de paix à Elona, au 8e siècle après l'Exode. Né de parents diplomates, Palawa Joko s'avérait être un homme cruel, enclin à la violence et à la torture. À 17 ans, il se mit à étudier l'art de la nécromancie, dans lequel il montrait de grandes prédispositions. Il suivit les enseignements d'un professeur, accompagné d'autres adeptes, dont un dénommé Zuri, qu'il considérait comme son rival. Et Joko ayant un sens de l'honneur très prononcé, il poignarda ce dernier dans le dos afin qu'il cesse de lui faire de l'ombre. Il y perfectionna sa maîtrise de la magie et dépassa même le niveau de ses professeurs. Finalement, Joko poussa son apprentissage jusqu'à des limites alors inconnues, explorant les facettes les plus sombres de la nécromancie, et finit par mourir dans un lieu inconnu. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Ah non, ça commence en fait. Bon. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de la Tyrie. Ce qu'il s'est passé du vivant de Joko n'est en réalité pas très important. C'est après la mort que sa légende prit forme. Sa connaissance de la nécromancie était telle qu'il trompa la mort et foula à nouveau la terre d'Elona sous la forme d'une liche mort-vivante. Sa puissance était alors à son apogée. Immortel, capable de réveiller les morts, même les plus anciens, il s'entoura d'une armée de morts-vivants qu'il nomma les Éveillés. En 747 après l'Exode, Palawa Joko s'installa au cœur de la désolation. Cette région sulfureuse dont la majeure partie était invivable pour les mortels était la position idéale pour la liche. Il y fit construire le siège de son pouvoir, le palais des eaux, constitué d'ossements de mortels dont les âmes piégées criaient pour leur liberté. Assis sur son nouveau trône, Palawa Joko était pour ainsi dire sans crainte. Il pouvait gouverner sur cette région hostile sans contestation possible. Mais cela l'ennuya bien assez vite. Il lorgnait sur les 3 nations voisines, avide de leur prospérité et de leur pouvoir. Non, il ne se contenterait pas de sa région vide et désolée. Son objectif était clair, il serait le souverain d'Elona. En 860 après l'Exode, l'armée d'Éveillés avait accueilli en son sein bon nombre de renforts issus d'anciennes tombes datant de la dynastie des rois primitifs. Ses pions en place, sa campagne d'invasion se mettait en marche. Le premier obstacle sur son chemin était une cité humaine indépendante, Saladja, au sud de la désolation. L'armée des Éveillés assiégea la ville, mais les humains, sous le commandement de leur roi, résistèrent, ce qui agaça fortement Joko. Heureusement pour lui, cette situation bascula lorsque le roi mourut et que son fils Saladjar reprit le flambeau. Le prince, inexpérimenté et effrayé par la horde de morts-vivants aux portes de sa cité, proposa un marché avec la liche. En échange de sa servitude, il lui pria d'épargner son peuple. Joko s'empressa d'accepter la requête de Saladjar, mais la liche était fourbe. Peu de temps après avoir conclu ce marché, la horde d'Éveillés envahit la cité et massacra tous ses habitants. Le prince connut un sort bien pire. Tué avec ses semblables, son âme restait ancrée à ce monde, condamnée à servir son bourreau pour l'éternité. Saladja était donc tombé, et plus rien ne se dressait désormais entre Palawa Joko et les 3 provinces alliées d'Elona. Avant d'aller plus loin, faisons une revue rapide de la situation politique dans les 3 provinces d'Elona. Istan était gouverné par le Conseil des Anciens, et plus particulièrement par son leader, le maréchal des clans. Kourna était une province très militaire, dont les rênes étaient détenues par le maréchal de guerre. Et à Vabi, le pouvoir était partagé par ses plus riches habitants, les 3 princes de Vabi. Et c'est vers cette dernière province que Joko se tourna en premier. Les richesses de Vabi lui faisaient de l'œil,
et c'est exactement ce dont il avait besoin. Une région prospère et opulente. Ses talents de tacticien lui permirent une conquête rapide. Les princes de Vabi pensaient que le terrain hostile entourant leurs terres les préservait de toute invasion, et Palawajoko profita de leur négligence. Il infiltra la province via les mines de Vejin, prenant ainsi les troupes vabiennes par surprise, et à l'aide d'attaques éclairs, annexa les régions de Vabi une par une, jusqu'à s'accaparer la totalité de la province. Les princes de Vabi, courageux qu'ils étaient, fuyèrent leurs terres pour se cacher, condamnant leur peuple sous le joug de la liche. La campagne d'expansion de Joko avait été rapide. Les richesses de Vabi étaient à lui. Cette conquête rapide et efficace lui valurent le doux surnom de Fléau de Vabi. Mais ce n'était pas assez pour la liche. Kurna était désormais en ligne de mire. Plus Joko avançait, plus ses troupes étaient nombreuses. En 862 après l'Exode, il grignota petit à petit les terres kurnanes. Les Éloniens tentèrent de faire barrage à la progression du mort-vivant, mais ils s'avéraient bien moins puissants. Les troupes vabiennes restantes étaient désorganisées, les lanciers du soleil en infériorité numérique, et Kurna perdait de plus en plus d'hommes au front. Bientôt, la seule menace pour Joko fut une poche de résistance constituée de quelques soldats vabiens, Istani, Kurnans et des lanciers du soleil, commandés par le maréchal de guerre de Kurna, Turayosa. Pour Palawajoko, l'affaire était pliée. La défaite de Turayosa et de ses rebelles suffirait à lui donner la main mise sur Elona. Sa victoire était proche. Pourtant, les troupes de Turayosa ne lâchèrent rien. Au moyen de guérillas, ils arrivèrent à désorienter l'ennemi et à grignoter quelques terres. Mais l'armée de Joko était désormais bien trop impressionnante pour espérer gagner cette guerre. D'autant plus qu'il ne s'agissait plus seulement d'éveiller. Des groupes de corsaires s'étaient alliés à Joko pour l'aider à conquérir le continent. L'espoir s'étiolait parmi les humains. Aussi mince était leur chance de victoire, Turayosa et ses rebelles ne désespéraient pas. Sous son commandement, ses troupes ne faiblissaient pas. S'il fallait mourir, autant que ce soit sur le champ de bataille. Rapidement, les forces du maréchal de guerre furent encerclées à la grande cascade de Jahai. Les jours passèrent, et la terre baignait dans le sang de ses combattants, dans ce que l'on nommera plus tard la bataille de Jahai. Turayosa se préparait à lancer un barou d'honneur contre l'armée de Joko, avant que des éclaireurs ne lui signalent un point faible dans la formation des troupes adverses. C'était la dernière chance de Turai. S'il ne pouvait vaincre son armée, il pouvait néanmoins atteindre directement Palawajoko. Ce dernier était tellement convaincu de sa victoire qu'il en négligea la position de ses troupes. Un petit groupe, mené par Turai, se faufila à travers les lignes ennemies pendant que le gros des forces humaines lançait une attaque frontale pour garder l'attention de Joko sur le champ de bataille. Arrivé devant Palawajoko, Turai le défia en duel. La liche, impatiente de mettre fin à cette rébellion, accepta le duel, et un combat épique débuta entre les deux champions. Du haut du promontoire de Jahai, la confrontation eut lieu aux yeux de tous, humains comme éveillés, spectateurs d'un tournant décisif dans l'histoire de leur pays. Palawa avait beau être puissant, la maîtrise du combat de Turai était inégalée, et ce dernier, au terme de ce duel d'épée et de magie, terrassa son adversaire. La défaite de Joko ébranla ses serviteurs éveillés, et son armée se disloqua, permettant aux humains de mettre un terme final à cette bataille et à cette guerre. Turayosa était victorieux. Palawajoko avait enfin été vaincu, mais ce dernier ne pouvait être tué. Le maréchal de guerre décida donc de l'enfermer pour l'éternité dans une tombe scellée par la magie, dans les plaines de Jahai, surmontée d'un monument commémorant la défaite du seigneur Lich. L'ordre des soupirs fut créé par Turai pour veiller jusqu'à la fin des temps sur la tombe de Palawajoko
et s'assurer que ce dernier ne reviendrait plus inquiéter Elona. À l'endroit de la victoire de Turaiosa fut érigée la forteresse de Jahai, monument en l'honneur du maréchal de guerre, sauveur d'Elona. Les Éloniens étaient encore sous le choc de cette invasion. L'heure était à la reconstruction, et Turaiosa était tout désigné pour les guider. Ainsi, le maréchal de guerre devint le roi d'Elona tout entière, réussissant là où 60 ans de guerre des prétendants avaient échoué. Réunir les Éloniens derrière un unique leader. Elona était à nouveau en paix, et cette fois-ci, tous priaient pour qu'elle dure éternellement. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Palawa Joko ne se relèvera pas. Tout du moins, pas avant un moment. Spoiler. Le prochain chapitre, le 8e déjà, sera le dernier consacré à Elona pendant cette période pré-Guild Wars Prophecy. Turaiosa a encore beaucoup de choses à nous raconter. On se revoit donc prochainement, alors prenez soin de vous d'ici là. À très bientôt.